Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait salon. On fait salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait salon, c'est votre émission Feel Good avec tout plein de chroniques sympas dedans. De la culture, de good vibes, du yoga, des livres, du manga, films et BD. On va vous parler de tout ça. Mais est-ce que vous le sentez, ce petit pot d'échappement? Est-ce que vous les entendez, ces petits bruits de bagnole pétaradantes? Bah oui, au cas où vous ne vous en seriez pas vraiment rendu compte, nous sommes rentrés dans le monde d'après. Et pas forcément comme on le voulait, donc on va voir si on peut changer tout ça avec Christophe Agnus, notre invité d'aujourd'hui. On fait salon, c'est maintenant. Alors, l'invité d'aujourd'hui, justement, qui fait salon avec nous, il est résolument plein d'espoir. C'est un petit-fils de marin, un fils de lieutenant du sous-marin La Minerve, un homme qui a fait carrière dans les médias, histoire de se plonger lui aussi dans une mer agitée, mais sans trop tomber de Caribancilla. Et au passage, il aura créé entre autres le magazine Transfert, qui restera dans les annales, en tout cas de la culture digitale. C'est l'équivalent français du magazine américain Wired, pour résumer. Christophe Agnus, bonjour, comment vas-tu? Très bien, Sébastien. Très Très bien, bien. bon, j'ai fait une rapide présentation. On t'invite aujourd'hui à faire salon avec nous. On s'invite chez toi et on s'invite chez toi et tu nous invites. Attends, j'arrive même plus. On s'invite chez toi et parce que tu as redéveloppé un petit peu les éditions Nautilus. C'est ça. C'est ça, on relance donc les éditions Nautilus, c'est quelque chose que j'avais créé en 2005 pour faire un magazine qui s'appelait donc Nautilus. Et puis en 2012, on avait mis le magazine un peu en sommeil, mais j'en avais gardé les éditions. Et là, depuis. Je coupe. C'est un téléphone qui sonne en direct. Voilà. C'est fini. En 2012, là, on a décidé de les relancer, mais en faisant des livres. Donc tous D'accord. les magazines, on met des livres. Voilà. Eh ben, écoute, on va voir ça pendant toute cette petite heure d'émission. Deux grandes parties avec toi. La première dédiée un petit peu à ton parcours et surtout à la manière dont tu vois les choses actuelles, comment la période actuelle tu la sens. Et la deuxième, autour des éditions Nautilus et de la sortie du premier livre qu'on va abondamment justement aborder et voir ensemble. Je te présente toute notre équipe de chroniqueurs. Stéphane, comment vas-tu? Eh ben écoute, moi ça va bien et toi? Bah écoute, bien, 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 tu vois, Voilà, vraiment, vraiment ravi d'accueillir Christophe effectivement dans cette émission parce que c'est mine de rien c'est un nom hein, pour alors dans la presse, dans les nouvelles technologies, c'est quelqu'un voilà qui a marqué l'histoire, voilà on Oui, peut c'est le ça, dire au moins, l'histoire de la presse au et moins, ça ouais. fait vraiment vraiment très plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Voilà, donc, et puis surtout quelqu'un de résolument positif et optimiste. Donc ça va faire écho à tes rubriques, avec un regard justement plein d'espoir. Marie-Rose, Ouais. toi aussi, toujours plein d'espoir, comment vas-tu? Oui, très bien. Aujourd'hui, on va parler de yoga, de l'ouverture des hanches pour nous D'accord. libérer. Bah, ça tombe bien, ça va nous faire le plus grand bien parce qu'on est quand même tous assez rouillés après ces quelques mois d'enfermement, donc on va pratiquer ça. Et Marjorie, Pimous, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Bah bien. Alors, tu vas nous parler, toi, de... Moi, du coup, je vais aborder un peu le thème de la mer, mais dans plusieurs œuvres, en parlant de trois œuvres en exemple. Bah, c'est bien, Ce ne sont d'accord. pas que des livres. Aujourd'hui, j'ai un livre, mais j'ai un film et un jeu vidéo parce que j'ai décidé de varier. Eh ben, écoute, c'est très très bien et on est pressé aussi de découvrir tout ça. Mais tout de suite, on va revenir un petit peu avec Christophe sur les principales étapes de son parcours pour qu'on en arrive à aborder avec lui le monde d'aujourd'hui, le présent, et voir le regard. Vous, sur le chat, surtout, n'hésitez pas à participer, à poser vos questions ou à commenter, et puis on reprend tout ce qui se dit sur le chat directement pendant l'émission. On a Kraki en modération et puis Marjo aussi qui donne un coup de main actif. Donc n'hésitez pas à venir, à participer. On compte sur vous pour alimenter toutes nos questions et parler directement avec Christophe. Alors Christophe, on parlait tout à l'heure avant le début de l'émission justement un petit peu de ton parcours et de ton empreinte à la presse. Du monde d'avant et d'avant le numérique plus précisément, tu es entre autres passé par l'Express. Oui, je suis passé par l'Express de 88 à 98. Quand moi, je suis breton, donc je suis arrivé à Paris sans connaître de gens, mais Ouais. parce que souvent on me dit, enfin les gens pensent qu'on fait ça parce qu'on connaît, on a des réseaux et tout, mais moi j'ai grandi à 25 km au nord de Brest et franchement, j'avais pas vraiment de réseau parisien.
Oui, c'est ça. Mais Comment on arrive dans un grand journal parisien alors qu'on vient de la province? responsable de l'incruste, parce que parce qu'on a la chance, parce que par mes études, de devoir faire un stage, d'arriver à obtenir que ce stage se fasse à l'Express, de proposer, c'est d'être en gestion, et j'ai proposé à l'époque à l'Express je devais faire rester en deux périodes, une période de un mois en décembre et après en 3 mois, enfin 2 mois pendant l'été. Et j'ai proposé de dire, écoutez, pour bien connaître la gestion, ça serait bien que commence à la rédaction. Alors il se trouve que j'ai fait toutes mes études en travaillant, et toutes mes études, je les ai fait en travaillant comme journaliste, pour des journaux régionaux, comme le Télégramme, pour des journaux sur la mer. Et donc, j'ai proposé ça à l'Express. Je me dis, c'est une bonne idée. Alors, je suis rentré à l'Express pour faire un stage d'un mois à la rédaction et j'ai jamais quitté la rédaction. T'as jamais quitté la rédaction, t'as voyagé pas mal, grand reporter. Ouais, ils m'ont embauché dans la foulée et j'ai beaucoup tourné, beaucoup voyagé. Beaucoup Et, voyagé. Alors, tu nous as donné en amont quelques coupures de presse, quelques articles. On va les regarder. Ils viennent justement de l'Express et tu vas nous les commenter. ouais, Alors, celle-ci, ça, les mères blessées d'Asie centrale. ouais, j'étais allé à Mer d'Aral, ça devait être en 92, 93. Et je suis allé, ou 94, je sais plus, dans le début. Et je suis allé voir la mer d'Aral qui avait disparu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'était une grande mer qui était ancienne Union soviétique, avait totalement ruinée, détruite, en pompant l'eau pour les mers, pour faire du coton, pour On, détourner pour le coton. on Et peut, la mer il n'y avait juste plus rien. On voit bien sur la photo. on peut faire Là où il y avait disparaître une mer, comme Kadhafi qui était arrivé. Il y a pas que Kadhafi qui a fait disparaître la mer alors. ça, c'est au Kazakhstan, donc, la mer a disparu. Quelles Donc, conséquences? comment? Quelles conséquences pour le peuple autour, pour les habitants? Énorme, énorme, parce que d'abord, c'était un peu de pêcheurs. Imaginez bien qu'économiquement, quand vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus de poissons. Après, des conséquences sur la santé énormes, parce que la mer s'est retrouvée à sec, le sel a commencé à envahir tout, donc même les cultures devenaient inexploitables, plus un taux de cancer qui a augmenté, plus un taux de folie humaine qui a augmenté. Enfin, les conséquences sanitaires étaient énormes. Et depuis, ils ont essayé de remettre, ils ont créé la mer, donc en deux, il y a la petite mer et la grande mer, ils ont remis de l'eau dans la petite mer d'Aral pour essayer de relancer un peu le truc en permettant à la mer de récupérer. C'est un des désastres écologiques de l'Asie. D'accord. Autre couverture, autre revue, pardon. Voyage Les au pays. Papous, Les papous. ouais, ça c'est un grand souvenir parce que je crois que c'est en 93, je vois une petite dépêche de l'AFP disant qu'on avait trouvé une tribu d'âge de pierre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vais voir ma chef de service et je lui dis, Sylvie, c'est Sylvie, je lui dis, Sylvie, t'as vu ça? Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, tu veux y aller? Je dis oui. Elle me dit, bah on y va alors. Voilà. Et t'es allé On est voir les parti papous. pour aller voir. Alors c'est une tribu qui était 75 hommes qu'on a retrouvés qui vivaient à l'âge de pierre. C'est Tu... hallucinant, ils avaient été totalement isolés. Alors, problème, aller là-bas, c'est risquer de les contaminer, que ce soit Ouais. par des virus ou par la civilisation. Alors, de toute Ta façon, présence avec un appareil photo, un ordinateur, un stylo pouvait les contaminer, les perturber. c'était déjà, en fait, quand les premiers qui sont arrivés sur place tout de suite, ce sont les missionnaires. Oui. Voilà. Et les missionnaires étaient sur place bien avant tout le monde. Et donc, les Yahweh, quand je les ai vus, ils étaient déjà plus totalement. Enfin, ils avaient déjà des habits qu'ils n'avaient plus avant. Ils avaient déjà commencé à évoluer en 6 mois. Quoi. C'était un truc. Bon, mais c'était incroyable de penser. Enfin, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est de se dire que dans les années 90, et c'est toujours vrai aujourd'hui, il reste des peuples, il reste des groupes humains qui vivent comme à l'âge de pierre, puisqu'ils sont. On croit toujours, les gens me répondent, oh, mais c'est pas possible, il y a des satellites et tout. Je dis, bah, allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, allez dans la forêt à 3000 mètres d'altitude et vous verrez si un satellite voit quelque chose. Il ne voit rien. Il y a une telle densité de végétation qui ne traverse pas la végétation. Donc, des petits groupes comme ça, de 70, 100 personnes, ça se cache dans la végétation et ça peut très bien rester totalement isolé pendant très très longtemps. Alors, ces groupes, comment ils font pour survivre? Ils sont le 70-100 personnes, ça suffit pour assurer la pérennité d'une communauté. Et eux, ça faisait plus de 50 ans qu'ils vivaient en autonomie. D'accord. Et, alors après, les papous ont une technique assez simple, hein, qui est pas vraiment une technique
qu'on peut aménager dans nos pays, c'est que pour éviter la consanguinité, ils vont voler les femmes. Ah oui, c'est Voilà. c'est pratique. Ils font des raids dans les villages autour et ils piquent des femmes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Et Mais ils se piquent des femmes entre tribus, donc finalement, ouais, c'est pas des tribus guerrières ou des tribus en guerre entre elles, c'est une sorte mais de bon, coutume, quoi. voilà, c'est fait une sorte de coutume. Et alors ça, c'était plus maintenant. Hein, ça, c'était à l'époque où c'était Avant les bons missionnaires. avant les bons missionnaires. Maintenant, ils vont chercher leurs femmes généralement en dehors du village. D'accord, sans les Les piques. traditions Ouais. aussi, en sachant que en Papouasie, dans une bonne partie, c'est l'homme doit acheter. Mais très souvent, c'est les filles qui disent tu veux pas m'acheter, quoi. Enfin, c'est pas aussi, ça paraît comme ça un peu caricatural, mais parce qu'en fait, ils donnent une dot à payer. Et donc, parfois, j'ai hébergé dans un village où le chef, il y avait deux sœurs qui trouvaient qu'il était vachement bien, quand même, ce jeune chef. Et ils étaient allés le voir en disant tu veux pas nous acheter tous les deux. Oui, donc faut surtout Et pas. pousser les deux. Il a épousé les deux, oui. Donc, Il a épousé les deux. donc faut pas calquer ces civilisations avec notre mode de pensée ou notre grille de lecture à nous, alors en fait. Ça, c'est toujours le truc qu'il faut pas faire. En reportage, le principe, c'est qu'on arrive il faut arriver avec le moins d'idées préconçues possible, quoi. Il faut écouter, essayer de comprendre pourquoi ces gens-là vivent comme ça. Après, on peut avoir un avis dessus. Mais c'est une histoire qui est complexe et ce qu'on voit quand on ne creuse est souvent très superficiel. Et du coup, on a l'impression d'être sûr d'une vérité qui n'est pas la vérité de ces gens-là, quoi. Après, ça empêche qu'il y a des coutumes qui sont assez surprenantes. Et en Papouasie, notamment, dans certaines tribus, l'homme a droit de mort et de vie sur sa famille. Ça, ouais. C'est un peu compliqué à accepter pour nous, quoi. Oui, totalement. Donc, ça dépend des femmes. Et en plus, ça dépend des tribus. C'est très différent. Il y a des tribus matriarcales aussi en Papouasie. Donc, ça dépend où on est. C'est très compliqué. Combien de temps une immersion pour arriver à commencer à cerner un comportement, à voir un sujet Ce reportage-là, moi, ça m'a pris 6 semaines. Voilà. Je suis resté 6 semaines, dont 3 semaines dans la forêt, quoi. D'accord. Ah, oui. Ça en partant d'une dépêche AFP. C'était quand même la grande époque de la presse, l'époque où elle avait les moyens d'envoyer un grand reporter à l'autre bout du monde pendant 6 semaines, quoi. Ça se fait plus aujourd'hui. Ça se fait plus aujourd'hui, ce genre de choses. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et je sais la chance que j'ai eue d'avoir les dernières années. Et en plus, un journal qui, à l'époque, était un journal riche. Hein. L'Express était un journal qui était puissant et riche, quoi. Donc, ouais. Et tu sais ce qu'elle est devenue, cette tribu? Tu as suivi un petit peu son parcours, son histoire? Alors, ils ont eu la chance qu'ils sont en Papouasie et pas en Irian Jaya. Ça veut dire que la Papouasie est un pays indépendant qui est dirigé par les Papous. Irian Jaya, les Papous sont très, très maltraités par les Indonésiens. Donc, je pense qu'ils n'auraient pas arrivé malheur, mais je pense que simplement qu'ils n'ont pu rester isolés du tout. Et ils ont dû se connecter avec les villages autour. Et je pense que le groupe a dû exploser et être réparti un peu partout. Mais j'ai pas suivi. J'ai essayé d'avoir des informations il n'y a pas très longtemps. Il y a un livre qui a été fait sur eux, mais il y a quand même 15 ans. Ouais. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Tu parles de 6 mois. En 6 mois de mission, ils se retrouvent déjà dans la civilisation. C'est aussi rapide que ça, en fait. Ouais, 6 semaines. En 6 mois, effectivement, 6 mois après leur découverte, c'est le moment où je les vois. Tout à fait. Ouais. Et là, ils commençaient déjà à être transformés. 50 ans de mode de vie ou des centaines d'années changés en 6 mois. Ouais, mais en même temps, il y a des choses qui sont compréhensibles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas rien, ils n'avaient pas pour faire chauffer de l'eau, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de fer, il n'y avait pas tout ça. Oui, donc il y a du bon aussi, oui. Oui, il y a aussi du bon, quoi. Ça leur a permis aussi d'améliorer leur confort de vie. Donc bon, voilà, c'est compliqué de juger. Oui, totalement. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de décrire et de prendre parti. De raconter. Moi, mon boulot, c'était pas de juger, c'était de raconter les histoires, raconter ce que je vois. Alors, le silence atomique. Alors ça, on a un très grand souvenir parce que ça se passe en 92 à l'explosion de l'Union soviétique et je vais à Tcheliabinsk, qui était une zone qui était interdite 15 jours avant que j'arrive et qui était la zone où il y avait les recherches nucléaires russes pendant très très longtemps. Et la zone était totalement interdite aux étrangers avant que l'Union soviétique explose. Et quand je suis arrivé dans une zone où j'ai découvert qu'il y avait eu 440 000 personnes qui avaient été irradiées. Oui, juste 440 000. Avant, on est à quelle époque, pardon, avant Tchernobyl?
C'est 92. 92, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai longtemps parlé avec la directrice de l'hôpital. Elle n'avait jamais vu un nom russe. Et elle m'a parlé pendant des heures. Et elle m'a montré. Elle m'a emmené un moment, elle m'a dit il faut que je vous montre quelque chose. On descend dans les sous-sols. Et là, elle me montre une sorte de bibliothèque, d'archives remplies de dossiers. Elle me montre que les dossiers sont. Il n'y a jamais marqué nucléaire, parce qu'ils n'avaient pas le droit, puisque officiellement, il n'y avait pas de nucléaire à Tchernobyl, donc il ne pouvait pas y avoir de gens malades de radiation. Ah bah évidemment, s'il n'y a pas de... Oui, bah oui. Ils mettaient des codes entre médecins, et elle me dit, voilà, j'ai plus de 500 000 dossiers de gens irradiés, ça peut disparaître avec une allumette. Et elle dit, c'est la plus grande base de données sur les irradiations longues du monde. Et donc, j'ai réussi, ça c'était une fierté, j'ai réussi à lui faire envoyer une équipe française pour numériser tous les dossiers numériques. Quoi. Mais c'était, on va dire, évidemment hors la loi, mais même dangereux pour cette équipe d'aller... Non, là c'était... Non, les Russes étaient d'accord de laisser numériser. Là c'était le grand bordel de l'après ah oui. Yeltsin, quoi. Donc c'était le bordel total, et donc tout était possible encore. D'accord, oui, donc là, oui, c'est un autre contexte. Qu'est-ce que tu... Donc, dès le début, des reportages dans plein de domaines différents, autour des peuples, des transformations des peuples et de la nature. C'est ça, puis moi j'avais tendance à dire que j'étais spécialiste des sujets zarbi, quoi. Des trucs un peu bizarres, un peu à la marge, etc. Et d'ailleurs, ça posait problème, parce qu'un jour, il y a André Potard, qui est une des grandes plumes de l'Express, m'avait dit, le problème avec vous, Christophe, c'est qu'on ne peut pas vous mettre d'étiquette. Je ne savais pas si j'étais journaliste économique, si j'étais scientifique, si j'étais journaliste politique, parce que j'ai fait aussi des documents sur le basculement de l'Auvergne aux élections de 93. Enfin, j'ai fait des choses assez variées. Et je passais d'un sujet à l'autre. Et voilà. Donc, c'est ça qui m'amusait. Ouais, pas d'étiquette, c'est plutôt un compliment pour un journaliste. Oui, bien sûr, mais c'est compliqué parce que du coup, ils aiment bien, les gens aiment bien quand même mettre dans des cases. Quoi. Ah, lui, c'est un journaliste économique. Lui, c'est un journaliste aussi. Moi, alors même le même Potard m'avait dit un jour, même que au moins j'étais un journaliste, ce qui dans sa bouche était un compliment. Mais c'est vrai que c'était pas simple. Voilà. Mais c'était une grande époque à l'Express. Vraiment, on pouvait faire des choses incroyables. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, du parcours de Yves au sein du Monde. Il y a des similitudes, en effet, avec le tien. C'est ces voyages, cette envie de découvrir et d'avoir des sujets bizarres. Ouais, à l'Express, dans ces années-là, tout était possible. Il suffisait d'avoir une bonne idée. Et vous avez une bonne idée, et Yann Delécoté, ou après même Christine O'Krent disait OK. Là, c'était Yann Delécoté à cette époque-là. D'accord. Après, tu as commencé à t'intéresser au numérique, au digital. Avant qu'on emploie ces mots, c'était les nouvelles technologies, Internet. Ouais, c'est ça. D'abord, mon grand frère est informaticien, ce qui aide. Et donc, j'ai mon premier ordinateur en 1979. Et donc, j'ai grandi avec des ordinateurs. Et puis après, j'ai grandi avec les réseaux à partir de 86 avec un truc qui s'appelait Calvacom. Oui. Et en 93, 94, je suis lauréat d'une fondation américaine, et je vais rencontrer plein de gens aux États-Unis dans le domaine du numérique, et je vois comment tout est en train d'exploser. C'est avant qu'Internet arrive, enfin en France, et Internet arrive en juin 94 en France, et moi je suis déjà connecté depuis plusieurs années, et je convainc l'Express, c'est Christine O'Krent, de créer l'édition électronique de l'Express. Voilà. L'édition électronique, on ne parle pas de site internet, édition électronique. C'était sur CompuServe. Sur CompuServe, ouais. Voilà. Stéphane, CompuServe, resitue-nous un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était sur CompuServe, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour quelqu'un en 2020 qui nous regarde là sur Twitch, qu'est-ce que ça veut dire? CompuServe, c'était un accès à Internet, mais on va dire privatisé. En gros, c'était une sorte de... Je ne sais pas comment appeler ça, une sorte de portail sur lequel tu pouvais aller et qui te donnait accès à plein de sites, mais évidemment l'accès à ce portable était payant. Donc tu payais ton abonnement à ton CompuServe, tu payais tes communications pour te connecter à Internet. Donc c'était quand même un loisir encore, allez, on va pas dire de riche, mais en tout cas pas loin quand même à l'époque. Et voilà, et CompuServe donc donnait accès à plein de services comme ça. Alors c'était une société américaine, donc évidemment plein de services et plein de sites américains, mais effectivement qui est arrivé en France après quelques années et qui a une filiale française qui a pas
qui a pas fonctionné très très longtemps de mémoire, hein, qui a vite laissé la place à d'autres. Oui, ils sont vendus à AOL Voilà, c'est ça. vers 97-98, je crois. Voilà. Nous, on a eu un Phony, en Exactement. fait, c'est ça. On a eu, Comment pardon? On a eu un Phony en France. Infony en 96, ouais. Oui, c'est beaucoup plus tard, en effet, oui, c'est ça. Oui, Infony, ouais, qui était lancé par Infogrames, justement, ouais, qui était l'équivalent français de CompuServe lancé par Infogrames. Ouais. Voilà, c'est ça, c'était l'équivalent français. Ça te parle, toi, Marjorie ou Marie-Rose, ce monde du début des médias et du mélange du digital et du média? Pas vraiment. Alors donc, oui, donc l'édition numérique de l'Express, une audience? Pas d'audience? Si, ça marchait bien. Et puis, non, c'était un truc étonnant, quoi. Et en plus, comme je continue mon reportage, je me souviens d'avoir géré des forums de l'Express de Ushuaïa. Partout où j'étais en reportage, je me connectais le soir et j'essayais de gérer les forums. Et voilà, donc c'était une époque assez incroyable. Alors le média changeait aussi, c'est-à-dire que là on n'était plus, on commençait à penser multimédia, c'est-à-dire que ton texte était, au lieu d'avoir une image comme sur du papier, tu pouvais en mettre 10 ou 20. Les internautes en parlaient en effet sur les forums, il n'y avait pas, ou des chatrooms peut-être, des IRC, et on se retrouvait à commencer à travailler sans le mot, mais c'était du multimédia où on expérimentait peut-être un peu de vidéo, non, pas possible. Oh, c'est compliqué la vidéo. On en mettait un petit peu, mais très peu, parce que la connexion était très très faible, quoi. Oui, c'est ça. Il faut voir, aujourd'hui, vous êtes habitué à des connexions qui sont en mégabytes. Nous, c'était du 56K. Oui, oui, puis il y avait les baudes avant, oui, oui, les Ouais, 2600 justement, ouais. baudes, les petits modems qui faisaient Voilà. du bruit, tout simplement, oui. On essayait, donc on faisait attention à ce que les vidéos étaient petites et ne pouvaient pas être plein l'écran. Enfin, c'était très compliqué, quoi. Oui, oui, donc on Ah, n'en puis était pas là. le mot multimédia à l'époque était plus réservé au CD-ROM, qui était Oui. vraiment multimédia parce qu'on pouvait y mettre du texte, de l'image, de la vidéo et du son. Voilà, 4 types de médias différents. Oui, oui, t'as raison, c'est exactement ça, oui, oui. Et puis après, t'es retourné sur le papier? Surtout, ouais, l'Express, je continuais à écrire sur papier, hein, et puis j'ai Oui, quitté oui. l'Express en 98 pour créer un magasin. Enfin, je me suis rendu compte que l'Express, il y avait un nouveau directeur qui s'appelait Denis Jambard, et Denis ne comprenait pas vraiment ce qui se passait sur le numérique, et donc à un moment, je me suis dit, il faut que je parte, et je suis parti pour créer un magazine, donc Transfert, qui voulait raconter ce que je voyais, cette révolution que je voyais sous mes yeux, et que visiblement, la plupart des grands journaux ne comprenaient pas. Et je voulais le raconter, mais pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue sociétal. Raconter l'impact, comment les technologies étaient en train d'impacter la société. Voilà. Et donc, j'ai créé Transfert en 98. Alors, Transfert, c'est le Wired français, d'une certaine manière, en plus sage quand même, en moins déjanté en termes de maquette, peut-être un peu plus intello aussi que Wired. Canard sur le sociétal, en effet. Stéphane? Pardon? Juste avec une particularité, c'est que la même rédaction faisait le site internet et le papier. Ça, c'était une première en France en 98. Déjà à l'époque. Ouais. Ce qui aujourd'hui est courant un petit peu partout, mais effectivement, alors dans beaucoup de rédactions, quand Internet est arrivé un petit peu plus tard, hein, 10-15 ans plus tard dans les rédactions, ils ont commencé tous par faire deux équipes distinctes, une équipe pour le print, pour l'édition papier, et une équipe pour le web. Aujourd'hui, maintenant, les journalistes sont eux aussi multimédia, ils écrivent à la fois pour le web et pour le papier. Et toi, tu le faisais déjà ça chez Transfert. C'est ça, c'était natif, entre guillemets. D'ailleurs, quelques journalistes sont venus pour ça, parce qu'ils ont quitté leur rédaction. Celui que j'aime bien citer, parce qu'il a été dans une grande rédaction, il était à la rédaction de l'Expansion, et il est venu, il m'a dit, moi, c'est ça que je veux faire, c'est de multimédia, et de faire de tout. Oula, on te récupère. Voilà, beaucoup de journalistes sont venus pour cette capacité à être plurimédia. Moi, je ne disais pas multimédia, mais plurimédia, de pouvoir exploiter leur talent où ils voulaient, quoi. Donc, on est vers les fins des années 90, là, c'est ça? Je le crée en 98. Et puis, on a pas mal de prix, parce qu'on a 2 fois de suite, en 2000 et 2001, le prix de meilleur site de la presse française. Oui. Yves, notamment, vous avez fait des papiers dans le Monde. Je me souviens d'un papier où il parlait de Transfert, le site internet qui sort des scoops, parce qu'on avait sorti pas mal de scoops à l'époque, politiques, des scoops politiques ou des choses comme ça. Parce qu'on avait une rédaction qui était très bon niveau, des gens qui venaient de l'UB, de l'Express, de l'Expansion.
et j'ai vendu Transfert fin 2001. Voilà. Alors pourquoi tu l'as vendu? J'ai vendu parce qu'il y avait, d'abord parce qu'il y a eu une crise, vous vous souvenez, la crise Expo, voilà, l'effondrement de la fameuse bulle Internet qui fait que moi j'ai perdu beaucoup de clients. Que le magazine faisait aussi travailler pour beaucoup de titres. On fournissait les contenus multimédia de beaucoup d'autres magazines. Et il a fallu que je réduise la rédaction. Et ça coûte très cher de réduire une rédaction. Et donc, j'avais plus de trésorerie. C'est-à-dire que la société était devenue bénéficiaire. Mais quand vous avez plus de trésorerie, c'est très compliqué de faire tourner une boîte. Oui. Et donc, j'ai vendu la société à quelqu'un qui pouvait assurer la trésorerie. Voilà. Et qui l'a saccagé après. Qui l'a laissé péricliter. Là, qui l'a saccagé un an après. Voilà, 2 ans. 2 ans, il lui a fallu 2 ans pour le saccager quand même, oui. Et tu sais que le site transfert.net existe encore, il est encore accessible. Tu tapes transfert.net dans ton navigateur et tu... C'est pas Ah, c'est pas le même. site. Hein. D'accord. Non, c'est un site en fait, la marque m'appartenait, donc des anciens transferts qui avaient quitté le journal après la mort m'ont dit est-ce qu'on peut le relancer avec les contenus, relancer un site avec les contenus. Donc je leur ai dit allez-y. Et donc ils ont refait un site qui ne ressemble pas du tout au site qui était transfert. Enfin, il n'y a vraiment rien à voir. Mais ce sont les contenus de transfert, effectivement, qui sont dedans. Alors le site, on peut le retrouver sur Web Archive. Par contre, oui, si on va chercher sur Web Archive, on pourra. Alors qu'on comprenne, on était encore, c'était le papier allait encore à peu près bien à ce moment-là. Combien d'exemplaires tirés, vendus? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait une idée de ça? Alors c'est compliqué parce qu'on a beaucoup varié, mais disons que les ventes à la fin on variait entre, c'était pas des grosses ventes, c'était entre 8 et 20 000 ex, quoi. C'est-à-dire que les plus meilleurs scores qu'on ait fait, c'est 24 000, et les plus faibles, 8 000, ça variait selon le... Oui, donc on était quand même sur une petite, pour un mensuel comme ça, c'était quasiment une niche, mais une niche... Ouais, c'était une niche. Mais le magazine, en revanche, le site internet cartonnait. Parce que, on avait, en 2001, je me souviens qu'on avait une newsletter, bon alors, ça va faire rire les gens qui voient les chiffres aujourd'hui, et je vais donner des éléments de comparaison. On avait 32 000 abonnés à la newsletter. 32 000 abonnés, pour vous donner une idée, Le Monde, on avait 48 000. Oui, c'est ça. Donc c'était. On avait 15 000. Donc on était beaucoup plus du double de l'Express et on était 30% de moins que Le Monde. Donc on était une grosse newsletter. Voilà, quand même, c'est assez puissant. Quelqu'un sur le chat est surpris de voir qu'on parle déjà d'Adibou sur ta couverture. Ah. Bah oui. Ça, je connais. J'ai joué à Adibou. Adibou, mais il existe encore Adibou. Hein. Oui, totalement. Encore, ouais. Et après, tu es parti, Christophe, du côté en Bretagne. Tu es parti chez Vivendi. Ah, en Bretagne. Et après, c'était Vivendi à la fin, alors. Vivendi, c'est à la fin. Non, pardon, j'ai fait pas mal de trucs parce que je suis rentré vivre en Bretagne. J'ai voulu regarder vivre et naître mes enfants. Et puis, j'ai continué à faire du reportage pour Géo, principalement. Et puis après, j'ai créé en 2005 un magazine sur la mer, donc ça s'appelait Nautilus, dont on parlait au début. Voilà. J'ai créé ce magazine en 2005. Et 2 ans après, on m'a proposé alors que le magazine continue à exister, mais j'ai pris la direction numérique du groupe Mondadori, avant qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et à l'époque où il y avait 1200 personnes, enfin, c'était un gros groupe. Et il y avait 44 magazines. Et donc j'ai pris la direction pendant 2 ans du numérique. Et puis c'était Arnaud Dufontaine qui m'avait fait venir. Et Arnaud quittant Mondadori, moi j'avais pas envie de rester. Et donc j'ai quitté Mondadori 2 ans après, au départ d'Arnaud, pour créer une société de technologie. Voilà, je fais court, j'ai gardé cette société pendant 6 ans et demi. Et je l'ai laissé la main à mon associé, qui je m'entendais de moins en moins. Et parce que aussi, je m'entendais de moins en moins avec lui, il voulait faire des choses que moi j'avais plus envie de faire. Et puis Arnaud Dufontaine. Donc j'ai rejoint Arnaud à Vivendi à ce moment-là, début 2015. Oui, donc voilà. En fait, tu as des aventures de 5 à 7 ans. Ouais, même 2-3 ans parfois. C'est ça, mais au maximum 7 ans. Alors avant qu'on voit justement, il y a une forme de cohérence dans tout ce parcours, et avant qu'on voit justement ton regard sur la période actuelle, qui est la conclusion logique ou la conséquence logique de tout ce parcours, je te propose qu'on voit la sélection tout de suite de Marjorie, sa chronique. Marjorie. Oui. Coucou. Alors, on va voir avec toi justement. Hop.
Dans ma bibli, tu sors de ta bibli là pour Ah faire ouais, on une n'est plus sélection. vraiment dans la Bibli, mais on peut commencer par la Bibli. On va commencer par le bouquin, comme ça on reste Vas-y. dans le thème et ensuite on dévie. Je veux vous parler aujourd'hui. Alors attendez, parce Donc que une c'est pas longtemps sélection que je sur la mer, suis puisque avec mes caméras les réglages. ouais, on voulait rendre hommage justement à la thématique aux éditions de Christophe. Donc tu vas nous parler de la mer sous toutes ses formes. C'est ça. Et donc d'abord, il y a un manga dont j'aimerais vous parler que j'ai reçu à la médiathèque il n'y a pas très longtemps et qui m'a énormément plu. C'est Deep Sea Aquarium Magmel. D'accord. C'est un manga qui parle d'un aquarium dans les abysses, enfin un aquarium des poissons des abysses, où on suit un jeune homme qui est un nettoyeur dans l'aquarium, etc., qui n'a pas un gros métier, mais dont l'envie et vraiment bah, voilà, le désir, etc., c'est de devenir soigneur pour les poissons de l'aquarium. Et en fait, du coup, on va suivre bah, son quotidien, ses progrès, et puis ses découvertes des poissons et de comment ils fonctionnent. Parce que chaque chapitre est centré sur un poisson, enfin un être, une créature de la mer. Ouais. Et du coup, à chaque fois, voilà, ça va être centré dessus, on va apprendre des choses dessus. À la fin de chaque chapitre, il y a un petit résumé avec bah, les caractéristiques de la dite créature. Et puis, au-delà de ça, bah, on a aussi des histoires du coup, qui se passent dans l'aquarium avec des visiteurs, des collègues à lui, etc. Et c'est super intéressant. Et les images sont très jolies. Oui, assez bien travaillé. Et en même temps, comme tu le dis, on a toutes ces fiches qui permettent vraiment de se plonger si on veut aller plus loin sur toutes ces créatures. Ah oui, il y a un vrai boulot. Oui, oui, il y a un gros boulot. Et puis voilà, les couvertures, par exemple, qui sont très très jolies. L'histoire est intéressante, on s'ennuie pas à le suivre un nettoyeur d'aquarium? Mais oui, c'est intéressant. Enfin, pour l'instant, il n'y a que 3 tomes qui existent en France. Au Japon, il y en a 5 qui ont été créés. Parce que c'est lent et puis en ce moment, Ouais. du coup, c'est un peu ralenti. Oui, c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé à lire. Il se passe pas... C'est pas un gros livre d'aventure, c'est pas un manga d'aventure, etc. C'est pas un truc qui plaira aux Mhm. 8-10, quoi. Mais pour les grands ados et les adultes, je trouve que c'est un joli manga avec une jolie histoire des fois assez poétique, etc. Et on apprend plein de choses et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé ça très original et très beau visuellement en termes de poissons. Et puis, j'ai bien aimé aussi voilà, le fait qu'on puisse apprendre des choses vraies et pas sur des vrais poissons, etc. et des vraies créatures qui existent. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. D'accord, ouais, ça donne envie en tout cas au niveau des couleurs. Voilà. Mais oui, c'est beau. C'est très beau. Regardez-moi Ah ouais, il y a un travail fabuleux, ouais. Ça, c'est la couverture du premier. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, en France, il y en a que 3. Au Japon, il y en a 5. Mais ça va arriver la suite. Édition papier ou numérique? Papier. Papier, ah bah tant mieux, Ah, d'accord. pour une fois, je parle d'un truc papier. Hein, Ok, très bien, très bien. Pour une fois, je parle d'un truc papier et c'est publié chez... Si j'arrive à l'afficher, parce que je l'avais noté, mais évidemment, c'est Vega, l'éditeur VF, qui n'est pas forcément un éditeur de manga très très connu, mais qui fait des trucs assez chouettes. Donc en deuxième, un truc dont je vais vous parler, c'est un film d'animation japonais encore. On est dans un thème japonais, non pas particulièrement, c'est pas fait exprès, mais on est parlé d'un film d'animation d'un réalisateur très très connu japonais, Hayao Miyazaki, Oui. qui a fait un film autour de l'océan et des créatures de l'océan, etc. Et une aventure voilà, au bord de la mer qui s'appelle Pogno sur la falaise. Qui est pas son plus alors ça a été connu. racheté par Disney, du coup il y a le logo Disney. Ouais, et que c'est pas son plus connu, mais Pogno sur la falaise. Moi, je l'ai pas vu celui-là. Je sais pas Tu l'as pas vu pour Eh ben, Stéphane maintenant, ou il est sur Marie-Rose. Non, Netflix. Non, pas moi du non plus, tout. non. Non. Et ben, tous les films d'Hayao Miyazaki sont sur Netflix maintenant, donc c'est assez facile de les voir. Et enfin, tous les films du studio Ghibli, quasiment, je crois qu'il y en a pas mal. Et ça vaut vraiment le coup d'être vu. C'est très poétique, très joli. Ça parle voilà, de beaucoup de ces films parlent d'écologie notamment, et de fantastique, etc. Et celui-là parle des créatures de la mer et d'écologie. Et c'est une très belle histoire sur une petite fille poisson qui veut aller découvrir la planète, etc. Et enfin découvrir la Terre et qui va faire pousser des jambes et vivre une aventure avec un petit garçon. C'est très poétique, une jolie histoire d'amour entre des enfants. Et ça va causer par contre un peu de bazar
parce que ses parents sont pas tout à fait d'accord. Enfin, son père notamment est pas tout à fait d'accord pour qu'elle vienne sur la Terre. Du coup, c'est un peu le bazar et c'est un peu la lutte entre les éléments, etc. Et c'est très joli. Voilà, vous voyez les belles images. Oui, oui, c'est Miyazaki dans tout son talent. Voilà, bah oui, voilà, du gros talent de Miyazaki. Et voilà, pour moi, c'est un classique. C'est sorti. Quand est-ce que c'est sorti? J'avais écrit en 2008, le 19 juillet. Et c'est un film qui a plutôt bien marché au box-office. Mais que voilà, pas mal de gens connaissent pas parce que c'est pas un des plus gros succès comme Totoro ou Chihiro, etc. ou Mononoke. Donc voilà. D'accord. Mais sympa, Des ouais, ça questions? donne envie. J'enchaîne? Ouais, Oui, il y a des volontiers. questions. Ok. Donc j'ai décidé de vous parler aussi d'un jeu aujourd'hui. J'ai hésité entre deux jeux parce que j'en avais un qui se passait sous l'eau et un sur l'eau. Et j'ai décidé de parler de celui qui se passe sur l'eau parce que c'est un jeu auquel je joue beaucoup et que j'aime énormément. Ça s'appelle Sea of Thieves, Oui, qui est assez récent. qui est assez récent. Il a 4 ans. Ah, oui, oui, bon, ça reste comme on l'a dit avec 3 ans et Matt. demi, 4 Ouais. ans. Il va avoir ses 4 ans là. Il va Oui, fêter ses donc il est 4 ans, il plus me si semble. récent que ça, t'as raison. Non, il a 2 ans. Il a 2 ans officiellement, mais il est sorti 1 an avant en pré-release. D'accord. Voilà. Mais du coup, Sea of Thieves, c'est un jeu où on est des pirates et ça se passe sur l'eau et du coup voilà, on conduit des bateaux et tout ça. C'est un jeu qui se joue principalement multijoueur, donc à plusieurs. Hein, on peut être jusqu'à 4 sur un bateau et c'est beaucoup plus intéressant d'y jouer à plusieurs plutôt que de jouer tout seul. Et moi, ce que j'aime vraiment dans ce jeu, c'est le côté très réaliste de l'eau, qui est très très belle. Regardez cette belle eau. Regardez, Ouais, les regardez vagues comme c'est beau. sont superbes, ouais. Donc voilà, ce côté très très réaliste de jeu. Bon là c'est le trailer de la version anniversaire parce que je le Mhm. trouvais plus intéressant parce qu'on voit plus d'eau que dans le trailer de base. Mais l'eau est très bien faite et les manipulations, enfin voilà, on relève les voiles, on baisse les voiles, on jette l'ancre, machin, tout ça. Je trouve que c'est quand même assez réaliste et ça demande pas mal de communication en équipe. Ça demande une certaine organisation et tout ça, et c'est vraiment intéressant à faire. Il y a pas mal, voilà, on joue avec le vent, etc. C'est toujours une gestuelle. On a un harpon, on peut s'harponner au caillou pour faire un virage à toute vitesse. Enfin, voilà. Et en même temps, on va chercher des trésors. Et quand on croise des autres bateaux, soit on est sympa, soit on se castagne. Ça me rappelle le jeu vidéo Pirate de Sid Meier. Christophe, Pirate, oui. tu voulais nous dire quelque chose sur les pirates? Ah, bah, moi, j'adore les pirates. Je trouve que c'est un univers absolument génial, très mal connu. Et on va sûrement sortir des trucs sur eux, parce que, enfin, à Nautilus, parce que on a cette vision toujours Des grosses de brutes, toutes des... ouais, mais alors, pas du tout. Enfin, il y avait évidemment des brutes, hein. Il y avait des gens incroyables. Oui, mais pirates. on peut parler du Liberia, par exemple. Non, c'est pas le Liberia, comment... la république qu'ils avaient créée. Oui, dans Liberia, ça a été créé par les Américains. Oui, Hein. oui, non, non, excuse-moi, je me trompe de nom, mais l'île... À Madagascar, une sorte de république utopique. Oui, ils avaient créé une république utopique, oui, les pirates à un moment donné, ouais. Il y avait des règles très, très incroyables de fonctionnement. Il y avait quasiment une sorte de sécurité sociale. Enfin, un monde assez fascinant, quoi, les pirates. Et qui n'a pas vécu très longtemps, en fait. Hein. L'ère des pirates, la grande ère des pirates, ça dure entre 1694 et 1726. Et puis c'est fini. Après, c'est fini. Ça tombe de 80%. Donc, c'est sur 30 ans. Une période incroyable, avec des histoires, des personnages incroyables. Enfin, Des femmes qui... Il y avait une égalité, une véritable égalité homme-femme. Les capitaines étaient élus démocratiquement. Comme tu dis, il y avait une forme de sécurité sociale, c'est-à-dire que ceux qui étaient blessés touchaient quand même un petit peu d'argent des pillages ou des conquêtes. Pardon? Ou leur veuve. Ou leur veuve, carrément. Ça allait jusqu'aux veuves. D'accord. Bon, bah en tout cas... C'est un monde assez fascinant avec des personnages comme Bartholomew Roberts, qui était le roi des pirates, qui était toujours habillé de façon assez incroyable. Et on se demande si c'était pas une femme, parce qu'il était toujours parfaitement rasé, c'est l'inquiétude. Et dans un monde de pirates, quelqu'un de très bien rasé, il y a eu un doute longtemps que ce soit une femme habillée en homme. Il y a eu des femmes incroyables. Il y a eu 2-3 femmes pirates extrêmement célèbres. Enfin, non, c'est vraiment un monde fascinant. Alors, justement, il y a Olive de Cade sur le chat qui dit qu'il faut essayer le jeu de rôle Pavillon Noir qui est fidèle.
à l'univers des pirates. En tout cas, Marjorie, tu vois que ta chronique, elle motive, elle provoque, elle donne des idées à tout le monde. On te remercie. Mais si vous voulez, du coup, si vous voulez devenir un pirate des temps modernes, ça se passe sur le Microsoft Store ou sur votre Xbox si vous en avez une. Voilà. Et si vous avez le pass Xbox sur PC ou sur Xbox, dont nous avait parlé Gia la dernière fois, Oui. une fois précédente, et ben vous pouvez jouer à Sea of Thieves notamment. Ouais. Et juste le dernier jeu auquel je m'étais dit j'en parlerais peut-être, mais j'ai pas un gros sujet dessus, mais je trouve que c'est important d'en parler aussi. C'est Subnautica, qui est un jeu qui se passe sous l'eau. C'est ça. C'est plus vieux, ça a 13 ans. Oui. Enfin, non, pas 13 ans, c'est depuis 2013. Pardon. Et c'est un jeu qui se passe sous l'océan, mais avec des créatures inventées. On peut voir poissons. Là, voilà. C'est pas des créatures réelles, mais c'est super intéressant. C'est un jeu où on fait de la plongée sous-marine, etc., qui est aussi souvent mis à jour et qui est assez chouette. Voilà. Bah, je te remercie. Petit bonus. Bah écoute, apprécié. Pour finir cette petite sélection, deux BD assez exceptionnelles aussi. Armen et Voyage aux îles de la désolation. Les deux sont d'Emmanuel Lepage aux éditions Futuropolis. Travail exceptionnel. Là aussi, tu vas adorer, Marjorie, au niveau des vagues, du traitement de la mer sage, la mer agitée, la mer en colère, la mer... c'est fantastique, c'est exceptionnel. Armen nous parle d'un des phares bretons les plus effrayants qui existent. Et l'autre, c'est plus une aventure maritime dans le grand océan. Et c'est aussi un autre moyen d'appréhender le monde marin. Donc tout ce monde-là, bah voilà, on arrive dans le sujet du Nautilus. Ce que moi j'aimerais bien comprendre dans ton parcours, Christophe, c'est finalement toutes tes recherches, elles n'étaient pas forcément conscientes, mais en avançant, tu as toujours eu ces préoccupations qui étaient la nature, l'homme, la place de l'homme dans la nature, la place de la nature avec l'homme. Et tout ça, c'est emboîté assez logiquement. Oui, moi j'ai grandi à la campagne, hein, donc, et au bord de la mer. Campagne et mer, c'est les choses possibles en Bretagne. Et puis, On a perdu. quelque chose qui était très présent également. On est perdu. Hein. On t'avait perdu, mais t'es revenu. Donc j'ai toujours été très impliqué. Et du coup, j'ai impliqué Nautilus tout de suite, puisque Nautilus a été, dès 2005, le premier membre en France d'un mouvement qui s'appelle 1% for the Planet, et maintenant qui a près de 450 entreprises en France. Et donc, voilà, pour moi, c'est toujours été quelque chose d'important. Alors, comment, justement, ton regard sur la situation actuelle, la sortie, le déconfinement, ce qu'on appelle le monde d'après... Le logo que tu as mis de Nautilus, c'est pas le mien, c'est une édition allemande. Ça. Ah, pardon, bah, on l'enlève tout de suite, on ne le remet plus. Excuse-nous. Oui, donc mauvais, le logo n'est pas le bon logo, on va pas le remettre. Oui, ton regard... La boulette, la voilà. Ton regard, oui, sur la situation actuelle, déconfinement, monde d'après, foutaise, monde d'après, possible, plein d'espoir. Écoute, il y a deux choses, j'aurais pu être... C'était assez, j'espère, beaucoup. On te repère. La queue devant le McDo m'a un peu effrayé. La queue devant le McDonald's m'a un peu fait peur. La question de savoir, vous entendez là? Oui, c'est revenu. Et est-ce que les premières décisions qu'on prend, bon, je ne sais pas, j'attends en fait. Je veux dire, j'attends un peu de voir ce qui va se passer dans les prochaines élections, comment les électeurs vont réagir. Le message qu'ils vont passer pour eux, est-ce qu'ils veulent que ça change, les choses changent ou pas vers mais la folie consumériste qui a suivi là, le déconfinement m'a un peu échaudé. Voilà. Donc, je ne sais pas. Tu sais, je vais être un peu méchant, mais je pense toujours à cette phrase magnifique de Einstein qui avait dit il y a deux choses infinies. Oui. Tu connais ? Oui, vas-y. L'univers et la bêtise humaine, et pour l'univers, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est ça. C'est la question, c'est est-ce qu'on sera assez intelligent en tant qu'humain pour comprendre qu'il faut donner un coup de frein ? J'en sais rien, j'espère.
On va voir, l'avenir va nous le dira. Moi, je fais partie des raisons d'être Nautilus, hein, de passer un message sur l'environnement, sur la mer, mais la mer, je la vois se faire polluer depuis tellement longtemps. Quand je vois que les masques maintenant finissent bon, je sais pas. Je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais il faut travailler à l'optimisme. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Là-dessus, je suis on n'a pas le choix que d'être optimiste. Sinon, on arrête. Donc, il faut être optimiste en espérant qu'à force, les gens changeront et que les situations pourront changer. Donc, ton arme aujourd'hui, c'est les éditions Nautilus. Ouais. Premier livre qui est passé en impression et qui est disponible, c'est Le drôle de voyage de Mr. Green. Voilà, et tu vois mon logo avec l'or. Oui, le petit logo en bas, donc on le voit bien là. Donc le drôle de voyage de Mr. Green, je te propose qu'on regarde une bande-annonce avec le son, je le précise, de 2 minutes, et puis après, on en parle tous ensemble. C'est une très belle aventure, c'est une très belle histoire. Ça nous donne envie tous de faire la même chose. Est-ce que c'est juste un rêve de bobo? Est-ce que c'est la réalité? On va regarder 2 minutes. Voilà, donc c'était la vidéo justement de présentation un petit peu de Mr. Green. Alors pour lancer justement le sujet sur Mr. Green et sur le mode de vie sustainable ou éco-responsable, question de Olive de Cade sur le chat. Ne crois-tu pas, Christophe, que finalement c'est à la société civile de faire le job et que les politiques suivront véritablement quand les choses auront bien bougé? En tout cas, c'est la société civile de pousser les gens. On a reperdu un petit peu, mais il revient. Vous m'entendez là? Oui, ça y est, t'es revenu. Le truc, c'est que je suis à la campagne, vous savez, donc la connexion, elle n'est pas aussi bonne que si j'étais en ville. C'est à la société civile de pousser les politiques et effectivement de bouger pour que les politiques n'aient plus le choix que de suivre. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Non, mais c'est ça Alors, Mr. Green, américain, qui a décidé de parcourir les États-Unis en vélo. Il a fait le pari alors pire que ça, il a décidé de traverser les États-Unis en vélo et d'essayer de faire 0 impact environnemental pendant sa traversée. Ça veut dire de ne jamais allumer une lumière, de ne jamais tourner un robinet d'eau,
de ne manger que du bio, local, sans emballage, etc., etc. Il s'est mis des règles incroyables. Rob Greenfield. Voilà, c'était un pari. Est-ce que j'y arrive? Son vrai nom, c'est Chanvert, Greenfield. C'est ça, c'est son vrai nom. Et c'est ça, il a traversé les États-Unis en faisant comme ça, en 104 jours, et il a effectivement réussi à avoir un impact minimal, puisque il avait un peu de déchets, parce que si jamais il faisait des déchets, il devait les transporter avec lui. Et il a fini avec moins de 1 kg de déchets au bout de 104 jours. Donc c'est son récit, mais à travers son récit, c'est aussi sa philosophie de vie, parce que Rob est un personnage assez étonnant, qui vit vraiment comme ça aujourd'hui. Il est avec toi là actuellement? Ou tu l'accueilles dans quelques jours de nouveau? Il a été 5 semaines avec moi pendant le confinement. Oui. Et là, il était parti, il revient demain. Il était allé dans le Tarn, dans une ferme de permaculture, et il revient demain. Et il vit vraiment comme ça. Il a réduit ses avoirs, ses biens personnels à 44 choses. Et dans les 44 choses, j'inclus le t-shirt, le short et la paire de chaussettes. Hein. Pourquoi ce chiffre, 44? Pas parce que ça s'est arrivé comme ça. D'accord. Il a réduit tout ce qu'il pouvait et à la fin, il a compté, il lui restait 44 choses, tout tenait dans un petit sac à dos. Et il vit comme ça, il veut vivre comme ça, et en ayant le moins d'impact, il va même extrêmement loin, puisque son dernier truc, c'est de s'habiller qu'avec des vêtements biodégradés, pour que si jamais il lui arrive un truc et qu'il meurt dans un bois, il ne reste plus rien. Vous voyez, donc il va très très loin dans sa logique. Oui, il a tout prévu. Hein. Il a tout prévu. Ouais. Et donc tu disais, il a traversé donc les États-Unis d'ouest en est, hein, c'est ça, de la Californie au Vermont, hein, c'est ça, à peu près, ça. En 104 jours. Quelles ont été ses plus grosses difficultés, ses plus gros challenges justement pour ne pas avoir d'impact environnemental lors de sa traversée? Ben, ça a été de trouver du bio local sans emballage. Ça, c'était son gros défi. Et du coup, assez vite, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'arriverait pas à en trouver aux États-Unis, que tout était emballé, tout venait de 2000 km, etc. Et du coup, il s'est donné la possibilité de taper dans les poubelles des grands magasins. Et il a pu constater qu'il y avait dans les poubelles des grandes surfaces américaines de quoi nourrir toute la population américaine. C'est-à-dire que les gens jetaient en permanence des choses en parfait état, parfaitement consommables, dont la date de péremption n'était même pas dépassée. Et il a pu constater dans son voyage la formidable pays de gâchis, en fait, qu'est son propre pays. Et il a vécu donc manger finalement n'a jamais été un problème grâce à ça. Quand il ne trouvait pas de bio local sans emballage, il faisait les poubelles du supermarché local, il trouvait tout ce qu'il voulait. Donc ça a été... Après, ce qui a été compliqué, c'est pas tellement l'énergie, parce qu'il avait pris une batterie solaire sur son vélo, il avait une remorque sur son vélo qui était couverte par une batterie solaire, donc il avait de l'énergie. Et l'eau, il avait de quoi filtrer l'eau qu'il trouvait, donc ça n'a pas été trop compliqué. Après, ce qui a été dur, ça paraît très bête, c'est qu'il a eu très 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 mal aux fesses. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il a failli abandonner plusieurs fois parce qu'il avait juste extrêmement mal. Il a commencé à ne plus avoir mal, il m'a dit à la moitié du voyage, au bout de 50 jours de voyage. Oui, quand même. Ouais, donc physiquement, ça a été dur. Il a eu très froid, il a eu très chaud, mais c'était ça les gros paris. Et puis il a trouvé autrement des gens aussi incroyables qu'il a pu il raconte toutes ses rencontres, il rencontre des gens qui font des choses assez formidables aussi. Donc c'est un récit c'est un carnet de route, mais qui raconte aussi sa propre philosophie de vie au fil du temps, au fil des rencontres. D'accord. Marie-Rose, alors, pardon, vas-y. Pardon, oui, juste sans déflorer le livre, évidemment. Quel accueil il a reçu au fil de son périple, les gens qui le croisaient, qui le rencontraient, qui l'hébergeaient, j'imagine, qui dormaient chez l'habitant? Bien sûr, il dormait chez l'habitant ou sous la tente. Il avait une petite trimballée, une tente. Oui, mais c'est vrai que les Américains avaient de la sympathie ou le prenaient pour un fou? Les deux. L'un n'empêche pas l'autre. En général, on a de la sympathie pour les gens qu'on prend pour des fous. Oui. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase de Frévert qui dit « J'aime bien les gens fêlés parce que la lumière passe au travers ». Ah oui. Voilà. Et lui, il a ce grain de folie très structuré, étonnamment structuré, je peux vous dire, pour avoir beaucoup parlé avec lui ces dernières semaines. Mais les gens l'ont apprécié. Ils ne comprenaient pas et parfois ils n'étaient pas d'accord. Mais il y avait une sorte d'admiration sur le type qui était capable de traverser en vélo déjà. Ça, c'était presque ça qui les sidérait. Alors, ils ont un très bon accueil partout.
il y a eu un bon accueil, c'est assez étonnant. Marie-Rose, c'est assez proche de tes préoccupations. Je sais que tu es passé végane il y a quelques temps déjà, et que tu te poses beaucoup de questions aussi sur tout ça. Est-ce que tu pourrais aller être encore plus radical que ce que tu l'es aujourd'hui et imaginer pour Non, non, toi, ta famille, un mode de vie qui n'est pas forcément précaire, mais plus frugal? non, justement, c'est le contraire. Maintenant, je suis beaucoup plus souple en vieillissant. Oui, ça, c'est parce Et que tu fais du yoga. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le yoga, ça. Donc, ouais. Donc, du coup, c'est pas facile de gérer les émotions, de gérer ce qui se passe dans l'environnement, dans les circonstances de la vie. Donc, c'est quand même, je veux dire, l'acceptation de soi, l'acceptation de qui nous sommes, c'est déjà une prise de conscience. Et si on commence à se mettre vraiment des contraintes, c'est là où justement on devient trop radical et en souffrance. Donc, c'est pas trop mon style. Je préfère plus être dans l'équilibre. Alors, faut préciser un point, c'est que Rob veut montrer l'exemple et donner de leçons à personne. Ce qu'il dit, c'est que lui, il a besoin de ça. Il est extrême. C'est sa façon de vivre. Et tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaite, c'est que ces extrémismes donnent des idées à droite, à gauche, à des gens pour améliorer leur propre impact environnemental. En fait, Et sa vie est un catalogue des possibles. c'est un peu ça, et en sachant qu'il est parfaitement conscient qu'on ne peut pas faire comme lui. Voilà. Et oui, parce qu'en plus, il devait être célibataire, le monsieur, non? Il ne l'était pas à l'époque. Maintenant, il l'est, mais Il l'est devenu, oui, c'est ça. non, il est resté 8 ans. Il a rompu il y a 2 ans, donc il est resté très longtemps avec quelqu'un. Voilà. Et il a il a des enfants? Il refuse d'avoir des enfants. Ah, il refuse. Ah. Mais à cause de l'impact environnemental? Non, pas du tout. Ah bon? Non, il dit que c'est très bien d'avoir des enfants, mais que lui, il a décidé de vivre comme ça. Il a décidé de vivre en essayant de porter un exemple un peu extrême. Il sait qu'en faisant ça, il prend des risques physiques. Et il dit 2 choses. Si j'ai des enfants, je me dois à mes enfants, et donc je ne peux plus faire ça de la même façon. Donc, vu que j'ai fait un choix de vie, je ne peux pas prendre un autre. Et puis l'autre raison, il dit, c'est que si j'ai des enfants, je me dois de les accompagner au moins jusqu'à leur majorité. Or, je prends pour ma mission des risques physiques qui font que je peux mourir demain. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Donc, par responsabilité, je ne peux pas avoir d'enfants. Donc, c'est très cohérent. Oui, comme tu l'as dit, il est excessivement rationnel. Il est très construit dans son grain de folie, en fait. Extrêmement. Il n'est pas du tout fou. Hein. Il est très rationnel, très construit. Et Oui, oui, totalement. Marjorie, qu'est-ce que ça t'inspire parce qu'on sait que les millénials et tous ceux qui arrivent après nous, les quarantenaires, les cinquantenaires, sont plus européens, plus écologistes. Est-ce que tu te vois, toi, avec tes copains, faire ça, ce mode de vie-là? Est-ce que tu imagines des choses comme ça? Alors, pas ce mode de vie-là. Je ne vois pas me limiter à 44 choses. Je suis très matérialiste, malheureusement. Euh, Mais par contre, clairement, chez moi ou chez des amis, il y a clairement une volonté de consommer mieux, consommer local, consommer propre et faire attention à la planète, etc. Que ce soit dans ma génération ou celle d'après, ce que je peux voir chez mon frère, etc. et chez les plus jeunes avec qui je travaille. Il y a une volonté, voilà, on est de plus en plus végétarien, voire vegan. Moi, je ne suis pas encore, mais je limite ma viande plus en plus, etc. Moins pendant ce confinement parce que c'est compliqué. Mais sinon, voilà, j'achetais plus de viande chez moi, etc. Donc j'avais une volonté de acheter moins de viande, etc. Consommer plus propre, faire attention aussi aux produits qu'on utilise, à la composition des produits. Je sais qu'en ce moment, voilà, avec des copines, on est très en train de rechercher des produits propres pour notre peau, avec des bonnes compositions, etc., qui font du bien et qui voilà, nous aident à nous ressourcer, etc. Donc il y a toute une volonté quand même de mieux consommer, de faire plus attention à la planète, qui je trouve voilà, est partagée par plein de monde dans les nouvelles générations. Totalement, c'est une réalité en effet. Question Christophe, pourquoi les éditions Nautilus qui vont parler pas mal de la mer ont choisi comme premier livre un livre sur un type qui fait un tour de son pays en vélo? Alors en fait, il y a 3 thèmes. Nautilus a 3 thèmes qui s'expliquent par l'histoire de 20 milieux sous les mers. Ouais. Vous savez que le héros de 20 milieux sous les mers, c'est le capitaine Nemo.
Oui. Et Nemo a cinq, je dirais, 5 thèmes de prédilection. Les 3 premiers, c'est la mer, c'est l'environnement et c'est l'exploration. Et c'est ça que nous avons pris, qui sont les 3 thèmes de Nautilus, donc la mer, l'environnement, l'exploration. Les 2 derniers thèmes de prédilection qu'on n'a pas décidé de ne pas prendre, c'est la misanthropie et la haine de l'anglais. C'est Donc, un choix qui se respecte. et, et donc, on parle d'environnement et Rob, c'est le hasard, hein, c'est que on va lancer des livres à la fin de l'année, on a 4 livres à venir, dont 3 sur la mer. Oui, donc voilà. Il y avait cette opportunité du livre de Rob, j'ai rencontré Rob, j'ai vu le livre était disponible, il se trouve qu'il venait en France, du coup il s'est arrangé pour que la publication du livre soit pendant qu'il était en France. Voilà. Malheureusement, nous avions prévu de faire tout un tour de France pour voir plein de monde, et il est arrivé le jour du confinement. Stéphane, tu es là? Je suis là, je suis en train de me battre avec ma caméra qui a des petits soucis. Donc, Bon, continue sans moi pour l'instant. d'accord, parce qu'on te trouvait très sympathique sur le chat. Donc, je trouvais que c'était le moment que tu lances ta rubrique, mais on va attendre que tu sois un peu plus près. Voilà, j'ai besoin de 2 minutes. Eh ben, écoute, on te laisse ces 2 minutes. Christophe, j'avais encore justement, ça tombe bien, quelques questions, et je pense que Marjo et Marie-Rose aussi vont vouloir peut-être voir si elles ont des questions. Sur le chat, on nous dit que bien consommer, c'est aussi utiliser et justement réinventer des produits de seconde main qui ne nécessitent pas d'être produits. C'est exactement ce que fait Rob, en effet. Entre autres, les prochains livres que tu as prévus. Rob achète tout d'occasion. Hein. Il achète tout d'occasion, c'est ça. Ton livre, il est disponible dès aujourd'hui en librairie? Alors, il est disponible depuis cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est dès aujourd'hui ou fin de semaine en librairie. D'accord. Les livres ont été un peu décalés. Avec, normalement, il aurait dû. Ça fait déjà un mois qu'il devrait être en librairie. Et je crois qu'il arrive en librairie cette semaine. Et sinon, il est disponible sur le site des éditions Nautilus. Voilà, donc en livre en format électronique aussi, évidemment. Non, ouais, pas encore. On l'a pas encore. mis en format électronique. D'accord, donc ça, c'est la prochaine étape. Ouais. Et les prochains livres sur la mer, alors, tu peux déjà nous en parler un petit peu? Ou tu veux attendre? Non, je peux vous le dire, les prochains, c'est donc on va sortir ça à partir de fin octobre, début novembre. On a un petit livre qui s'appelle En mer, qui est écrit par Virginie Herriot, qui est une femme étonnante, qui est morte très jeune, elle est morte à 42 ans, elle est morte en mer, elle vivait sur un bateau, et elle a été surnommée Madame de la mer, ou l'ambassadrice de la mer, parce qu'elle a été championne olympique en 1928 face à des hommes. Elle a été la seule femme dans les équipages, et elle était la skipper de son bateau, et elle gagne les Jeux Olympiques de 1928. Et elle a écrit en mer, c'est un mélange de récits et d'aphorismes qui est assez joli. C'est un petit livre qui va sortir là en octobre. Et après, on va sortir un livre de récits de mer, de 15 aventures de mer incroyables. C'est un moment typique, le livre de Noël, c'est ça qu'on sort là, avec des aventures aussi variées que cette aventure de 1884 de Blackburn, qui est un homme qui s'est retrouvé isolé alors qu'il faisait la grande pêche au Groenland et qui a traversé, qui a gelé ses mains sur les avirons pour pouvoir être capable de ramer, et qui s'en est sorti, et les aventures du Vendée Globe où des gens ont été sauvés dans des conditions incroyables. Oui, mais bon. Ça y est, 15. On t'a un peu perdu, mais c'est vrai que oui, le Vendée Globe reste un lieu d'expérimentation très, très, très fort. C'est les F1 de la mer. Ça sollicite aussi bien les machines que les humains, la science que l'économie ou la biologie. C'est l'avant-garde de la recherche ou des prouesses humaines aujourd'hui. C'est très humain en fait, parce qu'il faut tenir. Faut tenir 80 jours tout seul en mer dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, donc il y a ce livre qu'on va sortir de 15 aventures de mer. On va sortir un autre livre qui remonte, qui est un récit, une série de récits publiés à la fin du 19e siècle sur les aventures de conquête du pôle Nord. Ah. Et c'est retiré d'une revue qui s'appelait L'Exploration. Et les récits nous ont scotché, quoi. La façon dont ces gens allaient explorer le Grand Nord dans ces années où il n'y avait rien, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est les 3 livres liés à la mer. Et puis, on va sortir un 4e livre en décembre, tout début décembre, qui est tout bêtement la biographie de Rob Greenfield que je vais écrire, que je suis en train d'écrire.
La biographie de Rob, ah oui, Greenfield que tu es en train d'écrire, d'accord. Là, disons que quitte à être bloqué avec lui pendant 5 semaines, on s'est Autant dit, être utile, voilà, autant. pas de questions. Bon, bah écoute, merci pour ce programme. On continue avec toi. Stéphane, on va profiter que ta caméra remarche. Sur le Oui, chat, yes. on te trouve très sympathique. Dixit Olive de Cad. Donc, Eh ben, merci, Olive. voilà. Donc, ben, c'est le moment de lancer justement à nos fenêtres ta rubrique. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, moi, je voulais commencer par un petit coup de gueule. Alors, Christophe, on a rapidement dit un petit mot tout à l'heure, mais moi, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez cette image-là, regardez, qu'est-ce que vous voyez là? Les masques. Hein. Et les gants Ouais, dans l'eau. des masques et des gants en plastique au fond de la mer. Ça se trouve au large d'Antibes. Ça a été découvert samedi dernier, le 23, par un plongeur qui s'appelle Laurent Lombard et qui est le cofondateur d'un collectif qui s'appelle Opération Mer Propre et voilà, qui a trouvé ces instruments au fond de l'eau, qui les a filmés pour pousser un petit coup de gueule. Et il a bien raison parce qu'effectivement, ces choses-là, donc qui sont toutes récentes, hein, qui sont liées à la sortie du confinement, n'ont rien à foutre au fond de l'eau, hein, tout bêtement. Oui, ni par terre dans la rue à Paris. Quand on n'en a plus besoin, on les jette. Alors on va dire, bon, c'est Antibes, mais regardez, ça c'est en Chine. Le monsieur qui est là, j'ai oublié son nom, mais il fait partie d'une association qui s'appelle Oceans Asia, qui est là pour protéger, enfin, dont le rôle est de protéger les océans. Et voilà, ce monsieur s'est baladé sur des îles qui s'appellent les îles Soko, qui se trouvent près de Hong Kong, qui sont des îles protégées de l'homme. Elles sont inhabitées. Et voilà ce que ce monsieur a trouvé sur ces îles-là, une ribambelle de masques qui sont arrivés par l'océan, hein, par la mer. Désolé, Olive de Cad, ce ne sont pas des méduses, même en ayant l'œil. Et qui effectivement n'ont rien à faire là-bas du tout. Je voudrais juste rappeler que les masques sont faits en propyloprène, en polypropylène, je vais y arriver, en polypropylène, et que le polypropylène, ça met 4 siècles et demi à se biodégrader dans la nature. Donc voilà, faites un tout petit peu attention, les masques jetables, ça se jette dans les poubelles, pas dans la rue, pas dans les caniveaux, parce que ça arrive dans l'océan via les égouts. Hein. Si c'est jeté dans la rue, ça tombe dans les égouts et ça finit dans les océans, etc. Donc faites un petit peu gaffe, quoi, un petit peu de responsabilité, ça ferait pas de mal. Voilà, ça c'était pour mon coup de gueule. Non, ma chronique, je voulais la faire avec Christophe. En fait, Christophe, je vais te poser quelques petites questions comme ça, et puis on va faire un petit jeu de questions-réponses. Alors tu vas voir, il y a des questions qui sont vraiment légères et puis d'autres un petit peu plus profondes. Donc à chaque fois, tu prends le temps qu'il te faut pour me répondre, d'accord? Ok. Première question, Christophe. Vraiment, est-ce que dès que le vent soufflera, nous repartira? J'espère. C'est trop bien de partir en mer. Donc oui. La réponse oui. Ouais. Bon, apparemment, tu en es l'illustration, mais est-ce qu'il est vraiment curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases? Ça, c'est le Tonton Flagger, c'est un des films cultes aussi pour les dialogues de gare. Beaucoup sont taiseux, mais pas tous. Voilà. Moi, j'ai dîné avec Tabarly qui disait pas grand-chose, et Ouais. il y en a qui parlent beaucoup, comme Loïc Perron. Donc, il n'est pas si curieux que ça. D'accord. Qui a dit, tiens, une petite citation, qui a dit, en parlant de la mer, c'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés? Qui a pu dire ça? Qui a bien pu dire ça? Moi, C'est quelqu'un que tu connais obligatoirement. Bernard Moitessier? Non, c'est un personnage de fiction. Allez, je t'aide un Ah, peu. de fiction. Bah, ça peut être Nemo alors. Et c'est Nemo, évidemment, dans 20 milieux sous les mers, ça va de soi. Nemo dans Qui le a monde dit... de Nemo. Non, pas celui-là, non. Pas celui-là. Le capitaine Nemo, qui était en fait un prince Indien. Un prince indien, prince Trakad, le prince Dakar, pardon, et dont la Ouais, on a Alors, on n'a pas repéré entendu la fin de ce que tu as dit, mais Prince indien. un prince indien, oui, dont la... On ne t'entend plus, Christophe. C'est Lyon là, Oui, c'est revenu. Attendez. Yes. Ah, il est revenu. c'est revenu. Oui, bah, c'est le reflux des vagues. On parlait d'un prince indien. Le prince, oui, Nemo est le prince Dakar, qui est un prince indien dont la famille a été tuée par les Anglais. C'est pour ça qu'il a sa haine des Anglais. Ouais. Mais dans la première version envoyée à l'éditeur, c'était un prince russe dont la famille avait, un prince polonais dont la famille avait été massacrée par les Russes. Mais l'éditeur
Jules Verne voulait vendre le bouquin en Russie, donc il a demandé de changer. Ah, c'est génial. Stéphane? Autre question pour toi, Christophe. Qui a dit un sous-marin pour une baleine, c'est un gros suppositoire? Je ne sais pas. Et là, il s'agit d'un personnage réel, hein, d'une personnalité disparue, mais ayant existé réellement. Oui. Allez, je vous la mets à l'image. Voilà, c'est ce monsieur-là, Jean Carmet, acteur bourré d'humour. Oui. Pas que voilà. l'humour. Oui, pas que d'humour, mais... Et pas que d'humour, oui, pas que d'humour, effectivement. Une autre phrase, pareil, celle-là, Christophe, je pense que tu dois la connaître. Je trouve que c'est beau pour un marin d'être emporté mystérieusement par la mer. C'est bien plus joli qu'un enterrement. Qui a pu dire ça? Qui a bien pu dire ça? Est-ce que vous avez une idée, vous? Si vous pouvez participer, hein, si vous savez aussi. Ouais, moi j'aurais pensé à Taberly ou de Kersozon. Alors c'est bien, ça va bien de quelqu'un qui navigue, hein, ou qui naviguait en revanche, puisque cette personne nous a quittés. Ah oui, C'est non, bon. oui, non. Allez, voici sa photo. Ah, Florence Artaud. Okay. Et oui, c'est Florence Artaud qui avait prononcé ces jolis mots. Bien sympa, non? Ouais, Elle a failli être emportée par son bateau une fois. ouais, ouais. Elle est tombée à la mer au large de Corse. Elle a été récupérée par miracle. Oui, 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 ça a été... Allez, on continue avec encore une autre citation. Là, je pense que vous devez la connaître. Qui a dit: le pire ennemi du marin, ce n'est pas la tempête qui fait rage, ce n'est pas la vague écumante qui s'abat sur le pont, emportant tout sur son passage, ce n'est pas le récif perfide caché à fleur d'eau et qui déchire le flanc du navire. Non, le pire ennemi du marin, c'est l'alcool. Là, je ne sais pas qui a dit ça, mais ça fait penser à une phrase qu'il y avait dans le bureau d'un rédacteur en chef à l'Express quand j'y étais. Et Christian Roche, qui était chef du service étranger, avait mis un panneau disant: le sentiment de leur propre importance a tué plus de journalistes que l'alcool. Oui. Oui, sachant que les journalistes pouvaient faire concurrence aux marins pour ce qui était de l'alcool, en effet. Ouais, alors Ça fait penser à voilà la chanson l'auteur. Amsterdam. C'est nul, les gars. Oui. Effectivement. Voilà l'auteur de cette citation. Capitaine Haddock. C'est le capitaine Haddock, effectivement. C'est le capitaine Haddock. Allez, on va terminer par une vraie question. Est-il vrai que l'on dit que mouiller l'encre, est-il vrai que l'on dit mouiller l'encre au lieu de jeter l'encre, car elle peut toujours resservir? C'est vrai qu'on mouille l'encre. Ouais. On la mouille et c'est vrai qu'on la jette pas. Parce que si tu la jettes, c'est vrai que elle doit resservir une encre. Mais c'est intéressant parce que c'est pour ça que la mer aussi et le bateau se lient bien avec la littérature, parce que dans les deux cas, on utilise des encres. Oui. Et voilà, et c'est tout pour moi. Eh ben, écoute, merci Steph. Je vous propose qu'on voit tout de suite Marie-Rose pour le yoga, et puis après on finit tous ensemble, si ça vous va. Ouais. Ouais, eh ben écoute, Marie-Rose alors. C'est parti. C'est parti, alors Je namasté. crois qu'il ne faut pas faire par terre, s'il te plaît. Oui, oui, non, Namasté. aujourd'hui ça va. On est assises. C'est facile aujourd'hui. C'est Sur ma- parti. sur ma chaise ou par terre? Par terre. Par toile. Ouais, je l'ai oublié sur la chaise. Excuse-moi. Alors, On pourrait faire des trucs sur la chaise. Hein. Ouais, t'as raison. Non, mais la fois prochaine. Marie-Rose, aujourd'hui on travaille. Donc aujourd'hui, on va travailler sur l'ouverture des hanches, donc pour nous libérer de toutes nos inhibitions, de tous nos stress. Voilà, donc ça va nous faire le plus grand bien et c'est en deux parties. Aujourd'hui, c'est partie donc 1 pour nous échauffer. On fera la partie 2 vendredi. C'est Parfait, parti. on y va. Alors là, nous allons donc démarrer Asti en commençant à faire des rotations au niveau du bassin, en relâchant. Donc dans l'expire, on relâche en avant et dans l'inspire, on bascule en arrière. Il y a vraiment ce jeu entre le corps, l'âme et le souffle. J'inspire. Christophe, on peut même dans le fauteuil. Hein. Et nous changeons de sens. C'est très bien, Marjo. On Ouais. souffle, on évacue. Ah, on mais Marjo, expire. c'est l'élève modèle du mercredi. Hein. Ah, voilà. Elle a l'abonnement là. Voilà. Je suis en short. On c'est essaye pas de- idéal, ça. On essaye de relâcher le plus possible à la terre, de se connecter au sol pour nous libérer entre les jambes. Ensuite, on va ouvrir une jambe, plier Oui, le alors, genou gauche. Pas le mieux équipé pour ouvrir les jambes là. Ah, voilà, ouais. Non, tu peux.
Et on va donc, en ouvrant la jambe droite, on va essayer vraiment de relâcher le périnée à la terre et on fait des rotations au niveau des épaules, dans un sens et puis dans l'autre. J'inspire et j'expire profondément et je relâche en avant, en flexion en avant. C'est là que ta caméra devrait être en panne, Stéphane. Voilà, il y a un temps vraiment de conscience, hein, d'instant présent dans la posture. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Hein, nous avons 2 jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre donc la jambe gauche, on étire le bras et on commence également à faire des cercles en inspirant et en expirant. Donc on déverrouille les tensions à travers l'épaule. Cela nous permet de redresser notre buste et de créer de l'espace au niveau du diaphragme. Là, on ouvre les 2 jambes, un petit peu de papillon. On va étirer les hanches et on fait des mouvements donc à travers les jambes pour apporter vraiment de l'harmonie en laissant l'énergie circuler à travers le bassin. Puis après, on reste stable et on relâche. Ensuite, on se met à 4 pattes. Toujours les mains au niveau des épaules. Et on va inspirer, arrondir le dos et expirer, relâcher. Et quoi? Expirer, Donc, relâcher. j'inspire, je m'étire et j'expire. Voilà, j'arrondis le dos. Voilà. On assouplit notre colonne vertébrale. Très bien. Ensuite, on va prendre la jambe gauche, on lève la jambe gauche et on fait des rotations au niveau de la hanche. J'ai vraiment pas la tenue pour faire ça. C'est vraiment, il faudrait que je fasse ça à l'avance. Ça me rappelle mes échauffements quand je faisais du 110 mètres. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est... Moi, je trouve ça... Je suis admiratif. Dans un sens et puis dans l'autre. Hein. Toujours, Ouais, on je fait des plaisante pas, hein. cercles dans un sens et puis dans l'autre. C'était vraiment des choses comme Ah, c'est plus dur dans ce sens-là, dis donc. Ah, t'as vu? On crée des raideurs. Hein. On crée des raideurs inconscientes. Mais après, moi, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Une jambe plus- Je pars Bah, avec un malus. Mais non. Et Ah là, bah on voilà. va assouplir. Ouais, Stéphane est exercice désaltéré par autant d'efforts. Voilà. Et on se repose Ah oui, ça donne chaud. Oui. dans la posture de l'enfant. C'est bien, on relâche. Ensuite, on va. Donc, comme tu as levé les jambes, on va plier les genoux et étirer les hanches d'un côté puis de l'autre, comme si tu skiais. Quoi? On étire les hanches d'un côté et puis de l'autre. Ah, d'accord, ok. On fait des slaloms, quoi. Voilà, on fait des slaloms. Ah, voilà, ça y est, c'est fini là, ça y est. Et maintenant, on se met en fente, c'est-à-dire qu'on va placer la jambe gauche en avant pour étirer un petit peu entre les jambes. Voilà, on descend le bassin en avant. Ça tire, ça tire, ça tire. Là, je m'en vais, salut. À la prochaine émission, à bientôt. À mercredi prochain. Allez, trop forte, Marjo. À la prochaine. Ah, j'ai un gros bleu là. Reviens avec nous. Je suis là, je pense. Et on se remet en posture de l'enfant. Voilà, rendez-vous vendredi pour la prochaine séance d'ouverture des hanches. Eh ben merci. En attendant, ceux qui veulent te suivre peuvent te retrouver sur tes propres leçons que tu organises. Voilà, tout à l'heure, hein, sur Yoga Zoom. Sur Zoom, on y va. À 18h, on va s'échauffer. À 18h. Pendant 1 heure, les gars. Pendant 1 heure, de yoga. échauffement, là, tout à l'heure. On s'inscrit sur ton site et on te retrouve sur Zoom après. Voilà. D'accord. Christophe, une dernière question pour toi qui vient du chat. Comment fait-on du yoga sur un bateau? Ça me semble assez compliqué. C'est pas plus pour Marie-Rose la question. C'est plus pour Marie-Rose peut-être, ou les deux ensemble qui Merci. doivent trouver une solution. Christophe est tellement choqué qu'il a frisé là, carrément. Oui, oui, La bah, contemplation. C'était facile, hein, puisque Bernard Moitessier, qui était un marin mythique, faisait beaucoup de yoga. Donc, un bateau, il n'y a pas de problème pour faire du yoga sur un bateau. bon, bah écoute. En tout Et puis, cas, on peut contempler la vue. Elle doit Ah être oui. La contemplation, c'est une forme de yoga également.
Ben, je conseille, de toute façon, on parlait de livres, si vous voulez lire un livre qui est La longue route de Bernard Moitessier, est un livre qui est écrit en 72 et qui est extraordinaire. Et il y a de très jolies phrases. Notamment, il y a une. Alors, il n'était pas du tout croyant, c'est pour ça que c'est assez étonnant sa phrase, mais il avait dit Dieu a créé la mer et l'a peinte en bleu pour qu'on soit bien dessus. C'est sympa, ça donne envie de le lire en tout cas. Bah écoute Christophe, l'émission va se terminer, touche à sa fin. On te remercie énormément d'avoir fait salon avec nous, c'est très très agréable. On a survolé plus qu'autre chose, mais c'était en tout cas très très plaisant. J'espère que le plaisir est partagé. Merci beaucoup, bon courage pour tous ces lancements de livres. C'est un plaisir. Et à très très bientôt. Toute l'équipe, bah, je vous salue aussi. Salut. Salut tout le monde. Salut, à bientôt, bon courage pour le boulot à vous, pour les reprises de travail qui se dessinent peu à peu pour tout le monde. Merci, bonne fin de journée à tout le monde, à très bientôt et puis on se retrouve pour un prochain live vendredi. À ciao, merci, bye. Ciao.